Donc bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai la charge de vous présenter un petit peu la vision macro dans une période qui est un petit peu spéciale. Vous avez tous remarqué quand même que nous connaissons pas mal de flottements et d'incertitudes en ce moment. Donc c'est à la fois bénéfique mais aussi parfois difficile à gérer. Donc le moment politique est quand même assez spécial puisque nous avons déjà depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la réélection, une majorité relative à l'Assemblée qui rend les choses plus délicates pour le gouvernement. La réforme des retraites a cristallisé cet aspect difficile puisque la dernière motion de censure a quand même montré que le gouvernement n'est pas passé loin d'être renversé. Donc, tant que la séquence des retraites n'est pas terminée, le pouvoir en place reste assez fragile et on sent comme un flottement en ce moment. Donc tout ça se terminera évidemment le 14 avril avec la décision du Conseil constitutionnel. Alors soit, effectivement, il valide ce qui est le plus probable avec quelques petites censures, mais des choses de forme. Et dans ce cas-là, on peut passer à la suite. Soit il y a une censure totale du texte et là, on risque une crise politique puisque tout le monde est bien conscient qu'en ce moment, est-ce qu'on va tenir 5 ans, encore 4 ans comme ça? Rien n'est sûr et qu'avec Emmanuel Macron, on peut avoir un retour aux urnes. Ça peut passer par une dissolution de l'Assemblée nationale. Ça peut aussi passer par un référendum où Emmanuel Macron, à la De Gaulle, tente le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Et s'il est relégitimé politiquement, il peut effectivement terminer son mandat. Donc on a toujours cette épée de Damoclès qui pèse sur, je dirais, toutes les réformes. C'est-à-dire quelque chose qui est lancé aujourd'hui n'aboutira peut-être pas forcément, puisqu'à un moment donné peut arriver ce moment électoral. Et moment électoral qui peut aussi se terminer par une non-réélection, une non-reconduction de l'actuelle majorité, puisqu'on a bien vu que les récents sondages montrent que l'un des effets de la réforme des retraites et de la crise politique autour de la réforme des retraites est une montée du RN. Un récent sondage présidentiel montre que Marine Le Pen arriverait en tête au premier tour avec 31% des voix et doublerait son groupe à l'Assemblée nationale en cas d'élection législative. Donc là aussi, toutes ces incertitudes font que ça peut flotter dans le lancement des réformes. Donc, on pourrait aussi avoir tout simplement aussi un changement de gouvernement avec un remplacement d'Elisabeth Borne par un autre Premier ministre qui n'aura peut-être pas les mêmes priorités ni la même dynamique. Donc tout ça, je pense, avant l'été, on saura ce qu'il en est. Donc, il faut ajouter à cela quand même un certain nombre de tensions sociales et économiques. Donc on a bien vu que les chocs externes se sont succédés. Le Covid, la guerre en Ukraine. La France a quand même été, mine de rien, assez fragilisée et il ne faudrait pas qu'une nouvelle crise sociale ou une nouvelle crise économique arrive. Cela rendrait la situation politique encore plus délicate. Donc vous voyez, on est quand même sur une ligne de crête assez peu évidente. Alors concernant le dispositif de éducation, formation continue, enseignement supérieur, bon, c'est un dispositif quand même, mine de rien, assez fragile. Donc, vous avez plusieurs ministres qui se partagent les éléments, dont 2 ministres qui sont quand même assez politiquement faibles. Donc, Pape Ndiaye à l'Éducation nationale, Sylvie Retailleau, enseignement supérieur et recherche. Donc, ce sont des ministres qui connaissent sans doute très bien techniquement leur ministère, mais qui visiblement n'ont pas encore tout à fait compris comment on fait de la politique, comment on s'impose, comment on incarne une ligne, et donc, quelque part, comment on gagne des arbitrages et des rapports de force. Donc, quand on voit un certain nombre d'autres ministres très politiques, comme par exemple Gérald Darmanin ou Marlène Schiappa, ce sont des ministres ultra-politiques qui arrivent à s'imposer, qui sont visibles, et qui donc peuvent porter les sujets de leur ministère. Vous avez un autre ministre qui, lui, par contre, est politique, c'est Olivier Dussopt. Malheureusement, sa marge de manœuvre s'est grandement réduite avec la réforme des retraites, puisque ça l'a affaibli. Et si jamais Elisabeth Borne est amenée à quitter son poste, on peut penser que Olivier Dussopt partira avec elle. Bon, de plus, il incarne l'aile gauche de la majorité présidentielle, donc celle qui vient du Parti socialiste. Bon, les dernières évolutions politiques, et notamment la réforme des retraites, ont montré que si jamais il devait y avoir un élargissement de la majorité présidentielle, elle se ferait plutôt à droite et pas à gauche.
ce qui rend Olivier Dussopt moins utile et moins fort pour gagner ses arbitrages. Enfin, dans le dispositif, vous avez 2 secrétaires d'État. C'est sans doute le point le plus intéressant. Bon, vous avez d'abord Carole Grandjean, qui est vraiment votre cœur de métier, puisque c'est enseignement et formation continue. Donc, ça montre quand même que le sujet reste dans les préoccupations, même si, effectivement, ce n'est qu'une secrétaire d'État, c'est-à-dire qu'elle est quand même sous la ministre de tutelle et qu'elle a une marge assez étroite. Elle est dans un couloir et c'est difficile pour elle d'en sortir, mais elle connaît ses sujets et elle peut mettre en œuvre les éléments. Et vous avez surtout Sarah El Haïry, qui est, je pense, la plus politique du lot. Elle vient du MoDem et elle porte un sujet, le SNU, qu'elle a su rendre visible, actif, en faire quelque part une priorité. Alors même si aujourd'hui il semblerait que le caractère obligatoire du SNU soit un peu remis en question, je pense que politiquement c'est peut-être pas le moment d'allumer un nouveau risque de brasier avec la jeunesse, donc ça va être repoussé, mais c'est toujours dans les esprits. Et effectivement, ce SNU peut être un objet intéressant parce qu'il n'est pas encore déterminé. Et c'est là qu'on peut venir aux objets qui peuvent permettre de porter des sujets recherche, enseignement, formation, puisque en termes de sujets, finalement, il n'y a pas de grande réforme en vue sur tout ce qui est formation, tout simplement parce que vous avez déjà été très bien servi lors du précédent mandat. Vous avez une réforme de l'apprentissage, il y a eu la création du CPF, la réforme de la formation continue. Vous avez également une loi de programmation de la recherche qui a fait que le secteur enseignement supérieur recherche a lui aussi été servi. Et donc, le moment est plus dans la digestion et la mise en œuvre de ces réformes que le lancement de nouvelles grandes réformes. Alors, parfois, ce n'est pas plus mal de ne pas enchaîner les grandes réformes et de laisser le temps aux choses de s'appliquer. Bon. Il y a quand même un enjeu politique clair sur le CPF, puisque le dispositif a été généreux et que Bercy commence à trouver que c'est trop généreux. Donc, ce qui amène à devoir défendre le sujet, et c'est peut-être justement le principal rôle de Carole Grandjean, c'est d'assurer que ça se mette bien en place et que le CPF, le dispositif, ne soit pas dénaturé. C'est-à-dire que pour des raisons d'économie budgétaire, on ne casse pas l'outil. Donc là, c'est peut-être le principal enjeu politique pour vous, c'est défendre ce CPF et vous aurez sans doute peut-être des choses à abandonner, mais en tout cas, il y a un sujet politique. L'autre sujet politique dont je parle tout à l'heure, c'est le SNU, qui est pour l'instant un peu une coquille vide. C'est-à-dire qu'on essaie de ressusciter l'ancien service militaire, faire quelque chose pour rassembler les jeunes, leur donner des journées nationales. Et ensuite, on va se poser la question, oui, mais pour leur faire quoi? Et là, si on augmente le nombre de jours de SNU, il peut y avoir des perspectives pour tout ce qui est justement formation ou au moins test de formation. C'est-à-dire que rassembler tous les jeunes d'une même génération en même temps peut être l'occasion de voir où ils en sont, de voir quel est leur niveau, de voir aussi quels sont les besoins de formation. Et même si ce n'est pas arbitré, il y a peut-être une ouverture pour le secteur de la formation, justement, de voir où en sont les jeunes d'une génération qui sortent de l'école, quels sont leurs besoins, quelle est la situation. Donc là-dessus aussi, il va y avoir un certain nombre de sujets qui vont impliquer de parler de formation. La réforme des retraites a clairement posé le sujet de l'emploi des seniors. Donc l'emploi des seniors, c'est aussi une question de formation derrière. Il va falloir mettre les moyens. Donc à quel moment le fait-on? Comment le fait-on? Est-ce que des aides de l'État vont arriver? On a pour l'instant, le sujet est posé mais n'est pas encore traité, puisqu'on a un deuxième volet de la réforme des retraites va arriver. C'est la loi plein emploi qui a été annoncée, qui devrait être présentée au mois de juin et qui comportera toutes les dispositions non financières de la réforme des retraites. Et notamment, je pense qu'un certain nombre de sujets liés aux seniors seront dans ce texte. Donc là aussi, il y a un objet politique, voir comment la formation des seniors va être traitée. Et le deuxième sujet, c'est l'espèce de plein emploi que l'on connaît, ou en tout cas les tensions sur un certain nombre de secteurs, qui font que les employeurs ont de plus en plus de mal sur certains profils à les attirer et surtout à les retenir, et où, quelque part, une offre de formation
bien pensé, bien calibré et financé par l'entreprise, peut être un moyen de retenir les salariés. Donc là aussi, il y a des perspectives pour une demande. Ensuite, voir comment l'État, comment les politiques la prennent, la gèrent, acceptent de l'aider, de la financer, ou justement de faire en sorte que justement l'outil CPF soit jugé comme le bon outil pour ces demandes de formation et donc, quelque part, trouver un débouché à ces outils de formation. Donc, il y a de bonnes perspectives, je pense, pour l'enseignement supérieur et la recherche, mais c'est des ajustements pour la formation continue aussi, mais ce sont des petites choses qu'il va falloir voir, mais il n'y a pas de grandes réformes, il n'y aura pas de grands soirs avant un certain temps, je pense, sur ces sujets. Donc, un petit point quand même aussi sur les relations avec le Royaume-Uni, puisque bon, vous êtes quand même sur l'anglais et qu'il y a un enjeu. Donc, on voit quand même ces dernières semaines, ces derniers mois, une détente dans la relation franco-britannique et dans la relation des Britanniques avec l'Union européenne, avec le départ de Boris Johnson qui fait qu'un certain nombre de blocages se sont levés, surtout que son remplaçant Sunak est quand même beaucoup plus allant sur le sujet, il est moins lié par un certain nombre de promesses et d'engagements. Donc on l'a bien vu, la première visite de Charles III aurait dû être en France. Bon, nous n'avons pas été en mesure de l'assurer, mais politiquement, le geste était là. Un certain nombre d'accords aussi, de discussions se portent sur la question de l'immigration, qui fait que les Anglais ont quand même besoin de nous pour gérer cette immigration qui arrive chez eux. Donc, une relation particulière qui fait qu'un certain nombre de sujets liés à l'enseignement et à la formation, notamment l'accès aux universités britanniques, peut s'assouplir, d'autant plus que les dernières années ont montré que des chocs externes comme le Covid ont restreint les déplacements internationaux. Si en plus vous avez des tensions géopolitiques qui font que certains pays ne peuvent plus venir en Europe, c'est déjà le cas de la Russie, demain, est-ce que les tensions avec la Chine feront que le public chinois ne viendra plus en Europe? C'est, je dirais, autant de clients en moins pour les universités britanniques, pour les écoles britanniques, qui peut les amener aussi à revoir leur situation. Alors, ensuite, ne rêvons pas, le Royaume-Uni ne reviendra pas tout de suite dans l'Union européenne si jamais il y revient. C'est une affaire de au moins 15 à 20 ans. Mais il y aura des accords bilatéraux, il y aura des souplesses, il y aura des perspectives. Donc, 2024 étant le cap important, puisqu'il y a des élections au Royaume-Uni avec un risque réel de retour au pouvoir des travaillistes. Donc là aussi, nouvelle politique, nouvelle stratégie. Donc, des choses à suivre là-dessus et qui peuvent justement être un des axes de développement pour vous dans vos équilibres et dans vos débouchés.